les conventions. Soit la note Do, c'est la première d'une mélodie que j'ai en tête. Question, quelle est la note suivante? Certains diront que c'est Ré, d'autres que c'est Mi, d'autres encore se méfieront pensant qu'il y a un piège là-dessous, et supposeront que c'est un Do dièse, ou s'avisant que rien n'oblige la mélodie à monter, se prononceront pour le Si de l'octave inférieure. En fait, c'est bien évidemment une question insoluble. On ne possède pas assez de données. N'importe quelle note de la gamme chromatique pourrait suivre le Do. Admettons maintenant que je donne une indication supplémentaire, à savoir la deuxième note de la mélodie. C'est la première réponse proposée, Ré. Quelle est la note suivante? Cette fois, la plupart présumeront sans trop hésiter qu'il s'agit d'un Mi. Si la deuxième note n'était pas un Ré mais un Mi, ils seraient aussi nombreux à dire que la note suivante est un Sol, sans pouvoir en être absolument sûr. Dans un cas comme dans l'autre, les personnes interrogées estiment que la probabilité d'avoir raison est beaucoup plus grande à présent. Pourquoi la première question est-elle si embarrassante? Pourquoi était-il beaucoup plus facile de répondre quand on connaît deux notes au lieu d'une? L'explication mérite qu'on y s'y arrête, non parce qu'elle est malaisée, mais parce qu'elle éclaire l'organisation sociale des mondes de l'art. Il est plus facile de deviner la note suivante quand on connaît les deux premières, parce que deux notes permettent de pressentir une structure, ce que ne peut faire une note unique. Si les deux premières notes sont Do, Ré, la structure qui vient à l'esprit est la gamme diatonique du Do, Ré, Mi, Fa, etc. Et la troisième note a de fortes chances d'être un Mi, c'est-à-dire la troisième note de la gamme qui suit logiquement les deux premières. De même, si les deux premières notes sont Do, Mi, la structure évoquée est celle de l'accord parfait majeur du Do, Mi, Sol, et il y a de fortes chances que la troisième note soit un Sol, c'est-à-dire la troisième composante de l'accord parfait, qui suit tout aussi logiquement les deux premières notes. Nous pouvons répondre à la question parce que nous avons reconnu une structure qui, si nous la complétons, nous la donne manquante. Meyer, 1973. Comment reconnaissons-nous cette structure? Là, il nous faut quitter le domaine du gestaltisme pour nous pencher sur le fonctionnement des mondes de l'art et des mondes sociaux en général. La question touche en effet à la diffusion des connaissances, laquelle relève de l'organisation sociale. Nous reconnaissons ces structures, la gamme diatonique et l'accord parfait, parce que tous ceux qui ont grandi dans un pays occidental y ont passé leur enfance et surtout ils sont allés à l'école. À l'école, les connaissent forcément. Ceux qui sont allés à l'école les connaissent forcément. Nous qui baignons dans une culture qui utilise ces gammes et harmonies, nous avons entendu depuis notre plus tendre enfance des chansons berceuses, rondes, puis chansons populaires de toutes sortes, qui emploient ces matériaux conventionnels omniprésents dans la musique occidentale. Très jeunes, nous apprenons le nom de ces notes, transcrites sur une portée à l'aide de signes conventionnels, et nous apprenons à les solfier. Si nous pouvons répondre à la question, c'est donc parce que nous avons appris depuis longtemps tous les rudiments nécessaires à la résolution du problème. N'importe quel membre d'une société occidentale pourrait répondre à la question, puisqu'il a dû apprendre ces mêmes rudiments dans son enfance. C'est ce qui m'autorise à utiliser un exemple musical dans un ouvrage qui ne s'adresse pas à des musiciens. D'autres personnes qui auraient grandi au contact d'une tradition musicale complètement différente ne comprendraient peut-être pas la question, et si elles la comprenaient, elles ne pourraient y répondre car elles ignoreraient les conventions sur quoi repose la solution du problème. Nous avons déjà vu comment les conventions procurent à tous les participants au monde de l'art les bases d'une action collective appropriée à la production des œuvres caractéristiques de ces mondes. Différents groupes de participants détiennent la connaissance de différentes parties de l'appareil de convention utilisé par un monde donné. En général, ils connaissent ce qui leur est indispensable pour faciliter leur part de l'action collective, afin d'organiser la coopération entre certains de ses participants. Chaque monde de l'art recourt à des conventions connues de tous, ou presque tous, les individus pleinement intégrés à la société dans laquelle ils s'insèrent. Un monde de l'art peut utiliser des matériaux profondément enracinés dans la culture et sans rapport avec l'histoire de la discipline artistique considérée. Ainsi, dans le ballet classique, notre conception conventionnelle du rôle respectif des hommes et des femmes et de leurs liens sentimentaux fournit la trame sur laquelle élaborer une série de figures chorégraphiques où un homme forme un couple avec une femme, la courtise, se fait conduire et finit par la conquérir. Si les spectacles de danse peuvent reposer sur des intrigues aussi minces, c'est parce que nous connaissons déjà l'essentiel de l'histoire à peu près, comme nous avons appris les notes de la gamme,
et que les indications les plus succinctes nous suffisent pour reconstituer des divers épisodes de l'action qui se déroule sous nos yeux. Dans certains cas, le monde de l'art s'appuie sur des conventions proprement artistiques, mais tellement ancrées dans l'expérience des gens qu'elles sont incorporées au fond culturel, tout comme la division sexuelle des rôles d'où le ballet tire sa signification. Imaginez que vous regardez un film de fiction depuis 1 heure et demie. À présent, vous voyez un des personnages principaux s'éloigner lentement tandis que la caméra recule. Que se passe-t-il? Le film est terminé. Dans la salle, les gens se lèvent, jettent leurs sachets de bonbons vides et enfilent leur manteau avant de se diriger vers la porte, vers la sortie. Un arrêt sur image et une musique qui s'amplifie sont deux moyens conventionnels d'indiquer la fin d'un film. Les conventions qui régissent la représentation de personnages par pictogramme font appel à la connaissance empirique que nous avons tous des principaux éléments de l'anatomie humaine. Nous y ajoutons notre conception conventionnelle des vêtements masculins et féminins pour créer par exemple des plaques destinées à indiquer les toilettes pour hommes et pour femmes, avec l'assurance que chacun les comprendra suffisamment pour ne pas se tromper de porte. Les arts du langage utilisent tout à la fois des conventions culturelles indépendantes du moyen d'expression lui-même et des conventions artistiques assez connues pour faire partie du langage culturel de tout individu pleinement socialisé. La poésie repose pour une large part sur les effets d'association et d'évocation mis en jeu par le langage ordinaire comme par la langue littéraire. Dans l'évolution d'une langue, les phonèmes revêtent des significations qui sont signalées par leur sonorité même, tout simplement parce qu'un certain nombre de mots dans une famille sémantique donnée contiennent déjà le même son. En anglais, le son GL placé au début d'un mot renvoie à un phénomène lumineux. On pourrait citer de nombreux exemples: gleam, glow, glitter, glint, glare, etc. Cette observation souffre des contre-exemples tels que glide ou gland, glisser et glande, qui commencent par le son GL, mais n'ont pas du tout les mêmes connotations. Malgré tout, les locuteurs anglais perçoivent généralement une idée de lumière dans le phénomène initial, le phonème initial GL. De même, les mots qui se terminent en hump évoquent la lourdeur ou la maladresse. Dump, bump, rump, lump, strump, grump. Bollinger, 1950. Les poètes peuvent moduler la tonalité générale d'un passage en employant ainsi des sons signifiants qui renforcent ou modifient le sens de ce qui est exprimé au premier degré. Cette propriété des sons devient évidente dans des inventions verbales comme les mots valises. On peut obtenir des effets cocasses par la juxtaposition de sons qui évoquent des idées antinomiques. Par exemple, glump évoquerait un phénomène lumineux lourd et disgracieux. La poésie, de même que d'autres genres littéraires, emploie aussi des procédés dont l'effet est étroitement lié à l'histoire de la discipline. Smith, 1968, a analysé un grand nombre de procédés qui permettent de clore un poème de façon convaincante. Les formes fixes se terminent souvent d'une manière caractéristique. Nous savons que nous arrivons à la fin d'un sonnet quand nous avons lu les 14 vers dont les rimes sont agencées dans un cadre précis. Des procédés courants et moins rigoureux produisent cette même impression de chute finale. Le sujet du poème peut être traité d'une manière qui semble définitive. Le dernier ou les deux derniers vers peuvent conclure un raisonnement ou un trait d'esprit. Les derniers vers peuvent se composer principalement ou exclusivement de monosyllabes ou encore contenir des mots qui désignent la fin ou renvoient à cette idée. Dernier, achevé, terme, extrême, ultime, repos, paix, sommeil, mort, hiver. Le lecteur sensible à la poésie ne reconnaîtra peut-être pas consciemment ces indices, mais il ressentira l'impression d'une conclusion. La musique recourt à toute une série de procédés techniques suffisamment connus de tous les individus pleinement socialisés pour être directement utilisables pour les artistes. Les compositeurs peuvent ainsi tabler sur le fait que le public percevra bien la tristesse évoquée par le mode mineur ou le caractère sud-américain de certaines structures rythmiques. Les conventions familières à tous les membres d'une société rendent possibles certaines des formes de coopération les plus fondamentales pour un monde de l'art. Surtout, elles permettent à ceux qui n'ont pas ou presque pas de formation classique dans l'art en question de former réellement un public, c'est-à-dire d'écouter de la musique, lire des livres, aller voir des films ou des spectacles et d'en retirer quelque chose. La connaissance de ces conventions délimite le contour extérieur d'un monde de l'art en cernant le public potentiel dont on ne peut exiger aucune connaissance particulière. Les formes d'art qui s'adressent au public le
plus large possible dans une société exploite pleinement cette ressource. Certaines, notamment les variétés télévisées, le font systématiquement, d'autres, comme le théâtre de rue, l'utilisent de façon moins conventionnelle quand elles veulent toucher un vaste public. Ainsi, à l'époque des protestations contre la guerre du Vietnam, un des classiques du théâtre de rue mettait en scène un groupe d'hommes déguisés en soldats américains et armés de fusils, qui poursuivait une femme vêtue en vietnamienne dans une rue bondée à New York. Il l'a rattrapée et l'a tuée froidement. Puis, dès qu'un attroupement assez considérable s'était formé, le groupe commençait un discours sur la signification politique de la guerre. Si les passants s'attroupaient, c'est ce qu'on leur montrait était immédiatement compréhensible pour tout adulte habitant les États-Unis à ce moment-là. Les connaissances non artistiques ne sont accessibles qu'à un segment de la population pouvant servir de base à des œuvres conçues précisément pour ce groupe. Des connaissances non artistiques qui ne sont accessibles qu'à un segment de la population peuvent servir de base à des œuvres conçues précisément pour ce groupe. Les auteurs de livres et de films pour adultes peuvent supposer connus des faits que les enfants ignorent et produire des œuvres immédiatement comprises des adultes mais qui n'éveillent aucun écho chez les enfants. Baxandal cite un autre exemple. Les négociants italiens du XVe siècle s'initiaient pour les besoins du métier aux méthodes géométriques d'évaluation des quantités de marchandises et aux formules algébriques du calcul des taux et des proportions, tandis que les peintres utilisaient ces mêmes procédés pour analyser les volumes dans l'espace pictural. Les négociants, qui étaient aussi des acheteurs de tableaux, se trouvaient ainsi à même d'apprécier le travail plastique des peintres. Ils connaissaient les mathématiques et les utilisaient pour traiter des affaires importantes plus souvent que nous, s'en servaient pour se livrer à des jeux et faire des plaisanteries, acheter des livres luxueux sur le sujet et s'enorgueillissaient de leurs exploits en ce domaine. Cette spécialisation constituait une disposition à aborder l'expérience visuelle, qu'il s'agisse ou non de tableaux, d'une façon particulière à être attentif à la structure des formes complexes, comme combinaison de corps géométriques réguliers et d'intervalles susceptibles d'être organisés en série, parce qu'ils étaient entraînés à manipuler des fractions et à analyser le volume ou la superficie des corps composés. Ils étaient sensibles aux tableaux portant la trace de processus analogues. Le statut des capacités mathématiques dans sa société était pour le peintre un encouragement à les affirmer ouvertement dans ses peintures. Baxandal, 1985. Certaines connaissances communes à tous sont jugées indignes de servir de base à une œuvre d'art. Pour Mikhail Bakhtin, 1970, le grand apport de Rabelais à la littérature a été d'introduire dans l'art le langage des halles obscène, vulgaire et irrespectueux, en contribuant par là même à ébranler les modes de pensée contraignants de la féodalité, ainsi que son édifice social. Bakhtin fait observer que l'essentiel de l'art, qui est financé à l'époque par les classes dirigeantes, passe fatalement par un langage guindé et sérieux qui prend pour argent comptant les prétentions à l'autorité des gens en place. Mais derrière tout cela circule un courant subversif de culture populaire qui raille ce qui est grave et solennel et qui le profane par la scatologie, le blasphème et la grivoiserie. Cette culture populaire qui se manifeste dans le parler et les coutumes des marchés et des foires est restée vivace pendant tout le Moyen-Âge, même si elle n'a guère trouvé de place dans l'art religieux et officiel de l'époque. Vers la fin du régime féodal, la langue et les images de la culture populaire occupaient une place de plus en plus grande dans la littérature pour aboutir au roman paillard de Rabelais. D'autres conventions prennent naissance dans le monde de l'art lui-même et ne sont connues que de ceux qui ont affaire à ce monde. On s'accorde généralement sur la distinction établie par David Hume dans son analyse des critères du goût, l'ouvrage 1752, et la remarque de 1974, où il note que si l'excellence artistique est affaire d'opinion, certaines opinions ont plus de poids que d'autres, parce que leurs tenants ont une plus grande expérience des œuvres et des genres en question, ce qui leur permet de faire des discriminations plus subtiles et aisées à justifier. Ils sont plus au fait des conventions qui ont présidé à la réalisation de ces œuvres, parce qu'ils suivent de plus près ce qui se passe dans le domaine considéré. Un spectateur qui a vu plusieurs mises en scène de la même pièce, présentées dans des thèmes, des théâtres différents, par des troupes différentes, avec d'autres costumes, d'autres décors,
et dans un autre esprit peut se faire une idée plus juste de ce que permettent les interprétations conventionnelles de ce texte, et généralement de ce qu'autorisent les textes du même genre. Cette compétence sépare le public occasionnel du public assidu et avertit celui dont les artistes espèrent retenir l'attention parce qu'il comprend mieux la véritable portée de leur travail. Connaissant les conventions du genre, les amateurs avertis sont à même de collaborer pleinement avec les artistes à cette entreprise commune qui donne vie à une œuvre chaque fois que celle-ci atteint quelqu'un. En outre, les habitués des manifestations artistiques, ceux qui vont au spectacle et aux expositions, ou les amateurs de littérature apportent un soutien appréciable à ces activités et à leur système de production. Ce public initié appartient au monde de l'art et participe plus ou moins constamment à l'activité de coopération qui le constitue.